Toujours dans le thème 2, voyons le chapitre 2, chromosomes, gènes et programmes génétiques. Chaque cellule somatique humaine possède 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome porte une information héréditaire qui détermine l'ensemble des caractères de l'individu. On peut donc se demander à quoi correspondent les chromosomes. Au moment de la multiplication cellulaire, on peut observer les chromosomes dans le noyau des cellules. Cependant, les chromosomes sont le résultat d'un enroulement complexe d'un très long filament appelé ADN. ADN pour acide désoxyribonucléique. Voici ici la molécule d'ADN représentée de face et de profil. On se rend compte qu'elle a une forme très particulière qu'on appelle la double hélice. Dans cette activité, vous allez mettre en évidence la structure de la molécule d'ADN. Il existe 4 différents types de nucléotides: l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Ces 4 nucléotides sont présents chez toutes les espèces d'êtres vivants, de l'homme, la poule, l'oursin, la levure, une bactérie ou un phage. On peut donc dire que la molécule d'ADN est universelle, puisqu'on la trouve chez tous les êtres vivants. On peut voir également que ces nucléotides sont complémentaires 2 à 2. Ainsi, on constate les mêmes quantités de cytosine et de guanine chez tous les êtres vivants représentés. Il y a donc autant de A que de T et de C que de G. Dans ce document, on nous dit également que l'ADN est constitué d'une succession de nucléotides. Les nucléotides sont constitués eux-mêmes d'un acide phosphorique relié à un sucre, le désoxyribose, et à une base azotée, l'adénine, thymine, guanine ou cytosine. C'est la succession des nucléotides sur un brin d'ADN, également appelée séquence de nucléotides, qui donne une information génétique à l'origine de la mise en place d'un caractère. Cette succession est aussi appelée gène. On peut donc schématiser la structure d'une molécule d'ADN avec ces 2 brins qui forment les montants de l'échelle. Les brins sont toujours constitués du même schéma, acide phosphorique et le sucre désoxyribose, qui est lui-même lié à un acide aminé, une base azotée ici, qui peut être donc l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine. L'ensemble base azotée, sucre et acide phosphorique correspond à un nucléotide. Et c'est la succession des nucléotides sur la chaîne d'ADN qui représente le gène, puisqu'elle porte une information héréditaire. Voyons maintenant dans ce grand 2 les gènes qui déterminent les caractères. Reprenons avec un grand A, qu'est-ce que le gène ? La présence d'un caractère dépend de l'expression d'un ou plusieurs gènes. Mais un gène ne peut porter qu'une seule information génétique sous la forme d'une séquence de nucléotides, comme on l'a vu précédemment. Si on s'intéresse au caractère groupe sanguin, on peut voir que le gène qui intervient dans l'expression de ce caractère est porté par le chromosome numéro 9. Si le gène s'exprime en produisant des protéines membranaires A sur le globule rouge, alors l'individu sera de groupe sanguin A. Si le gène s'exprime en produisant des protéines membranaires B sur le globule rouge, alors l'individu sera de groupe sanguin B. Et enfin, si le gène n'a pas ici de protéines membranaires sur son globule rouge, alors l'individu sera de groupe sanguin O. On peut donc dire qu'un gène est une portion d'ADN, que c'est la structure élémentaire de la génétique qui porte donc une seule information génétique,
et l'ensemble des gènes détermine l'expression des caractères héréditaires de chaque individu. Voyons maintenant dans un grand B le comportement d'un gène sur les chromosomes homologues. Dans un karyotype humain normal, on trouve 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome est donc associé à son homologue. Ils vont tous les deux porter les mêmes gènes. Si on s'intéressait à la paire de chromosomes numéro 9, les deux chromosomes auront donc les mêmes gènes localisés au même endroit sur chaque chromosome de la paire. Un gène est identifié comme étant à l'origine d'un caractère et se trouve toujours localisé au même endroit sur les deux chromosomes homologues. On parle de locus. Ici. On peut donc alors cartographier le génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes présents sur un chromosome. La cartographie du génome humain a duré 10 ans et a coûté 2 milliards de dollars. L'aventure a commencé en 1986. Aujourd'hui, grâce aux progrès techniques, la cartographie des 20 000 gènes humains dure seulement 15 jours et coûte environ 1 000 dollars. Vous avez ici une représentation de la cartographie pour chaque chromosome de l'espèce humaine. Si on revient au génome de la drosophile, donc le premier à être identifié, on constate que pour un gène localisé sur un chromosome, il existe plusieurs versions. Par exemple, pour le gène déterminant la longueur des ailes, on peut avoir la version L normale ou la version L vestigiale. Ces deux versions sont situées au même endroit sur les deux chromosomes homologues, on parle donc du locus du gène, de la longueur des ailes. Les deux versions sont appelées allèles. Il y a donc l'allèle L normale et l'allèle L vestigiale pour le gène de la longueur des ailes. C'est la combinaison des deux allèles qui va donner son caractère à l'individu. Si on reprend l'exemple des groupes sanguins, avec ces nouvelles connaissances, nous pouvons constater que les individus de groupe sanguin A, qui ont les protéines membranaires A à la surface des globules rouges, peuvent avoir deux combinaisons d'allèles, soit l'allèle A associé à l'allèle A, première paire de chromosomes numéro 9, soit l'allèle A associé à l'allèle O. C'est la même chose pour les individus de groupe sanguin B. Dans le cas de la combinaison AO ou BO, on comprend que l'allèle O ne s'exprime pas. On ne le voit pas ici. Il n'influence donc pas le caractère. On dit que l'allèle O est récessif. Lorsqu'un allèle est récessif, il ne va s'exprimer que lorsqu'il est doublé. Les individus de groupe O vont obligatoirement avoir la seule combinaison allélique O et O. Enfin, on remarque que les individus de groupe sanguin AB possèdent la combinaison allélique A et B. Ces deux allèles s'expriment donc tous les deux en même temps. On dit qu'ils sont dominants tous les deux ou codominants. Alors, si on vérifie, vous avez bien compris. Dans cette famille, les parents sont de groupe sanguin A pour le père et B pour la mère. Pourtant, certains enfants sont de groupe sanguin O et d'autres de groupe sanguin AB. Comment peut-on expliquer cette diversité ? Pour analyser un arbre généalogique en génétique, on cherche d'abord à identifier tous les allèles intervenant dans l'expression d'un caractère. Et on regarde donc les phénotypes A, B, O, AB. Donc on aura trois allèles A, B et O. Ensuite, il faut identifier l'allèle récessif et l'allèle dominant. Si on regarde cette dernière génération ici, on va chercher un caractère qui est différent des caractères parentaux. Donc on a le père A, la mère B. Les deux enfants ici, O, ont un caractère différent qui est issu
de la combinaison des allèles O et O. On peut donc dire que l'allèle O est récessif. On va alors déduire la combinaison des allèles des parents. Pour que l'enfant soit O, il a hérité d'un allèle O de son père et d'un allèle O de sa mère. Donc le père a comme combinaison d'allèles A et O, pour être de groupe sanguin A, et la mère a comme combinaison B et O, pour être de groupe sanguin B. Il reste enfin à expliquer la diversité des allèles de cette fille AB. Eh bien, cette jeune fille a récupéré l'allèle A de son père et l'allèle B de sa mère. Elle est donc de groupe sanguin AB. Les deux autres enfants ont les mêmes combinaisons d'allèles que leurs parents. On peut donc dire en bilan que chaque chromosome porte plusieurs gènes, que ce gène peut exister sous différentes versions que l'on appelle des allèles, et que la diversité des allèles qui existent pour les différents gènes portés par l'ensemble des chromosomes participe à la diversité des individus au sein d'une espèce. Voyons maintenant la dernière partie, ce grand 3, que j'intitulais génie génétique, c'est-à-dire la mise en application des connaissances en génétique. Voyons dans un premier temps le clonage. En 1997, Dolly est la première brebis clonée. Son programme génétique est identique à celui de la brebis, d'où provient une cellule. En implantant le noyau d'une cellule de la brebis A dans l'ovule énucléé, donc sans noyau, et non fécondé d'une brebis B, on obtient une cellule œuf avec le même programme génétique que la brebis A. L'animal issu de cette manipulation est donc un clone de la brebis A. Cette technique du clonage se développe pour conserver le programme génétique de mâles reproducteurs en élevage, par exemple, aujourd'hui. Le clonage humain est cependant interdit, mais pas le clonage cellulaire. Ainsi, il est possible de cloner des cellules de peau, par exemple, humaines, pour reconstituer un tissu et le greffer sans risque de rejet à son donneur. Le clonage d'organes humains est quant à lui interdit car il dépend du clonage d'un humain. Pour obtenir des organes identiques à un individu, il faut cloner cet individu, ce qui est interdit par les lois de la bioéthique. Voyons une autre application, les OGM. Comme leur nom l'indique, les OGM sont des organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on insère un gène d'un autre individu, parfois d'une espèce différente, dans le programme génétique d'un individu. Le gène inséré possède un avantage économique ou thérapeutique. Par exemple, il existe une variété de maïs génétiquement modifiée, cultivée, qui se protège elle-même d'un papillon nuisible, la pyrale. Pour fabriquer cet OGM, les scientifiques ont d'abord identifié puis isolé le gène d'une bactérie du sol capable naturellement de produire une toxine contre la chenille à l'origine de la pyrale du maïs. En insérant ce gène dans l'ADN d'un grain de maïs, le maïs qui va pousser devient capable de produire cette toxine. Cette variété n'est donc plus impactée par le papillon nuisible. Cela doit également permettre de diminuer l'usage des insecticides en agriculture. Dans le cas des OGM thérapeutiques, on va faire produire à des animaux ou à des bactéries des protéines humaines dans le but d'en faire des médicaments. C'est le cas de l'insuline humaine. L'insuline est une hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Elle est indispensable aux diabétiques car un excès de sucre peut engendrer un coma. Depuis une vingtaine d'années, le gène responsable de la synthèse de l'insuline humaine a été introduit dans l'ADN d'une bactérie. On sait que les bactéries ont la capacité de se reproduire très rapidement et sans prendre de place, ce qui fait que ces bactéries génétiquement modifiées sont capables de produire de l'insuline humaine en très grande quantité. Élevées dans des cuves, elles permettent donc de produire une grande quantité d'insuline indispensable aux diabétiques. D'autres OGM pourraient avoir un intérêt économique ou écologique. Ainsi, je vous ai présenté ici
la méduse, capable naturellement de produire une protéine fluorescente. Si on insère le gène de cette protéine dans une cellule œuf de souris, eh bien la souris qui va naître sera capable, elle aussi, de produire sa propre fluorescence. Ces OGM ont été reproduits sur d'autres types d'animaux, tous devenus fluorescents. L'objectif pourrait être de fabriquer des arbres fluorescents, bioluminescents, et ainsi limiter la consommation d'énergie électrique dans les villes. En conclusion de ce chapitre, nous pouvons dire que les chromosomes sont visibles pendant la multiplication cellulaire. Sinon, le programme génétique est porté par les molécules d'ADN. Un chromosome contient de nombreux gènes et chacun va déterminer un caractère héréditaire. Un gène peut présenter plusieurs allèles et le grand nombre de combinaisons d'allèles possibles est à l'origine de la diversité des individus.